Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série Synthétiseur, un mini cours en 4 parties qui va t'apprendre à monter une activité rentable en explorant ta curiosité et en partageant tes connaissances sur Internet. Je te recommande fortement de suivre la série dans l'ordre, donc si t'as pas vu l'intro et la première vidéo, je te mettrai tous les liens en description. Aussi, je te rappelle que je t'ai préparé une fiche résumée complète de toute la série, donc t'as pas besoin de prendre de notes. Tu peux juste regarder les vidéos et télécharger la fiche résumée que j'ai déjà préparée pour toi. Je t'ai aussi mis dedans en bonus mes 5 livres préférés pour les synthétiseurs. Donc pour recevoir la fiche gratuitement, c'est le premier lien dans la description. Donc c'est parti. Alors dans la vidéo d'hier, on a vu ce qu'était un synthétiseur, donc un créateur de contenu qui explore sa curiosité sans s'enfermer dans une seule niche. Et on a vu qu'en réalité, la niche du synthétiseur, c'est lui-même. La niche, c'est toi. Et c'est sur ce point-là qu'on va zoomer aujourd'hui. On va parler de ce concept de niche personnelle. Comment créer ton petit monopole personnel sur Internet en étant toi-même et sans avoir besoin d'être un expert. Parce qu'en réalité, ton contenu ne dépendra pas des sujets que tu traites, mais de ton authenticité. Comment créer du contenu éducatif sans être un expert? Je voudrais qu'on commence par parler du syndrome de l'imposteur, qui est probablement un des plus gros freins aux créateurs qui veulent se lancer. Le problème, c'est qu'on se dit, mais qui je suis moi? Imagine, tu t'appelles Jean-Bernard. Qui je suis moi, Jean-Bernard, pour donner des conseils aux gens? Souvent, ça vient d'un manque de confiance en soi. Et on va se dire, bah moi finalement, j'ai pas tant que ça d'expertise, j'ai pas tant que ça d'autorité. Je suis juste un mec ou une fille dans sa chambre. Si tu connais ça, je te rassure, c'est complètement normal. Tout le monde passe par là. Même les créateurs à succès. Même moi, ça m'arrive d'avoir le syndrome de l'imposteur. Moi, par exemple, quand je me suis intéressé à l'investissement en bourse, avant de commencer à publier des vidéos là-dessus, j'avais ces pensées limitantes de me dire, mais est-ce que je suis vraiment légitime? Ça fait que 1 an que j'ai commencé à investir, je vais pas être pris au sérieux, ou alors tu as des experts de la bourse qui vont me tomber dessus, qui vont m'insulter, parce qu'ils vont dire, mais c'est scandaleux, t'as pas à parler parce que tu connais rien. Tu sais, j'avais des croyances comme ça. La seule manière de vaincre ce syndrome, de quand même créer du contenu, même si t'es pas un expert, c'est de recontextualiser la manière dont tu vois les choses. Et pour ça, je vais te raconter une petite histoire. Quand j'étais au lycée, tu sais, j'étais pas un élève très studieux. Souvent, j'écoutais pendant les 10 premières minutes du cours, mais au bout d'un moment, mon esprit partait ailleurs et je me retrouvais complètement largué, je comprenais plus rien et donc j'abandonnais. J'avais un prof de physique, il avait tendance à aller très très vite. Tu sais, il y a des concepts qui sont nouveaux pour un élève, un adolescent. Tu l'introduis à la relativité générale, aux ondes électromagnétiques. Le prof de physique qu'on avait, il avait tendance à aller très très vite parce qu'il disait tout le temps, oui, il faut pas qu'on prenne du retard sur le programme. Le problème de ce prof, c'est qu'il avait un peu ce qu'on pourrait appeler le syndrome de l'expert. Le syndrome de l'expert, c'est quand ça fait 20 ans, 30 ans que tu es expert de ton sujet. En tant qu'enseignant, à force de répéter tout le temps la même chose, tu perds l'enthousiasme, ça te blase, tu deviens un prof blasé. Et en plus, tous les concepts pour toi te paraissent évidents et tu te retrouves complètement déconnecté de l'état d'esprit d'un débutant, donc de l'élève que tu es censé aider. Du coup, tu zappes des explications essentielles, il y a des questions auxquelles tu réponds pas parce qu'elles te paraissent évidentes, alors que ça ne l'est pas pour une classe d'élèves. Toujours est-il qu'avec ce prof-là, je comprenais rien, j'étais largué. Et ce qui se passait, c'est qu'il y avait une fille dans ma classe qui était, elle, très studieuse, je m'entendais bien avec elle, et donc j'allais lui demander, est-ce que tu peux m'expliquer là le cours parce que j'ai rien compris. Elle avait compris le cours parce qu'elle était sérieuse, elle était concentrée, et comme elle était à mon niveau, c'est-à-dire au niveau d'élève, elle arrivait à m'expliquer le cours avec des mots simples, sans faire avance rapide sur des explications triviales comme faisait le prof, parce que moi c'était des choses que je comprenais pas. Et en fait je comprenais finalement le cours quand elle me l'expliquait avec des mots d'élève. Et alors elle n'était pas du tout experte en physique, c'était pas elle qui était censée être l'autorité qui va donner la connaissance aux élèves, ça c'était le rôle du prof. Mais le prof il échouait complètement à ce rôle-là. Et finalement une élève qui avait bien compris le cours était bien mieux capable d'être pédagogue pour expliquer le cours à un élève complètement largué comme moi. Être un expert, ça veut pas dire que tu vas être un bon pédagogue. Être un expert, c'est pas forcément un avantage, et ne pas être un expert, ça peut se transformer en force. Parce que quand tu es un débutant dans un domaine, je vais prendre mon exemple avec la bourse, en 2021-2022, je faisais des vidéos là-dessus, ça faisait pas longtemps que j'avais commencé à explorer ça. Mais premièrement, j'étais enthousiaste, ça me passionnait, j'étais à fond, je passais des heures à lire des bouquins, à regarder des vidéos en anglais là-dessus, à me former, et je comprenais bien, j'ingurgitais toute cette connaissance, et deuxièmement, je pense que mes vidéos sur la bourse ont très bien marché parce que j'ai été capable d'expliquer des concepts un peu techniques, compliqués, des trucs de jargon, mais justement sans jargon, avec des mots de débutant, en me mettant dans la peau de quelqu'un qui n'y connaît rien, parce que j'étais dans ce cas-là il y a encore 1 an ou 2 ans. Et si j'avais été un expert de la bourse depuis 20 ans,
Probablement que mon contenu, il aurait pas plu à des débutants. Peut-être qu'il aurait plu à des experts, mais moi c'était pas mon but de cibler des experts. Ça c'est l'avantage d'avoir l'œil du débutant. Quand toi-même tu es encore un débutant et que tu étais au stade 0 il y a pas si longtemps que ça, tu es totalement légitime pour aider des gens qui sont eux encore au stade total débutant. Et toi, disons, t'es débutant plus. Et tu vas pouvoir aider ces gens à s'élever non pas au niveau de Dieu de la thématique, mais juste à monter quelques marches, à te rejoindre au niveau de débutant plus. Là, je t'affiche un schéma à l'écran, c'est la manière dont moi je le vois. Quand tu explores une thématique, tu as un objectif, là c'est le sommet de la montagne avec le petit drapeau rouge. Je vais prendre un exemple assez simple et parlant, imaginons la musculation. Tu es un homme maigre, tu veux te bâtir un physique imposant, tu as peut-être commencé la musculation il y a 3 mois, 6 mois, tu as déjà fait quelques petits progrès, mais t'es pas encore au stade ultime où tu vas te dire là ça y est, je suis un titan, j'ai définitivement rompu avec ma condition de fragile. Donc tu es encore en cheminement vers l'objectif, tu n'as pas encore atteint l'objectif. Cependant, il y a déjà un chemin que tu as parcouru. Là, tu es à peu près au milieu de la montagne sur mon schéma. Il y a des obstacles que tu as déjà surmontés. Dans l'ascension de la montagne, on a le point de départ, c'est le point A. Le point où tu es toi actuellement, c'est le point B. Et le sommet, l'objectif final, c'est le point C. En réalité, tant que tu es honnête sur le niveau où tu en es dans le cheminement vers l'objectif, tu es totalement légitime pour aider les gens qui sont entre le point A et le point B à venir te rejoindre au point B. Évidemment, les obstacles qui sont encore devant toi, tu vois, les 2 bouliches cailloux là que j'ai mis, tu vas pas donner des conseils aux gens pour surmonter ces obstacles-là, parce que tu ne les as pas encore toi-même surmontés. Mais tu peux en parler. Tu peux documenter le parcours qu'il te reste à faire entre le point B et le point C. Et ça va être inspirant parce que tu vas être une sorte d'éclaireur. T'es pas l'expert, t'es pas le gourou ultime qui a tout compris à la vie ou à la thématique en question. Tu es un éclaireur qui va faire le chemin en tête dans une position de leader et ça va inspirer des gens comme lui qui vont le suivre. Pour reprendre l'exemple de la muscu, ben voilà, si tu es un homme maigre et que tu es en cheminement pour devenir balèze, si tu montres tes entraînements, tu donnes les conseils qui t'aident au quotidien, tu parles des obstacles que tu as surmontés et des obstacles qu'il te reste encore à surmonter, ça va être méga inspirant pour les hommes maigres qui sont au stade 0 ou alors qui sont un peu derrière toi. Et quand tu as cette approche authentique, que tu ne cherches pas à fake it till you make it, à t'inventer une vie, à essayer d'être perçu comme l'expert que tu n'es pas, quand tu es transparent et honnête, c'est une approche extrêmement puissante. Et les gens adorent ça, quand tu fais preuve d'authenticité, que tu montres ton parcours sans filtre, que tu documentes. C'est ce que j'appelle la voix du mentor, te positionner comme un ami, comme un éclaireur et non pas comme un expert qui a tout compris à la vie. En réalité, dans ce schéma-là, il y a 3 dimensions. Premièrement, le toi passé. Deuxièmement, le toi présent. Et troisièmement, le toi futur. Le moi passé, c'est le point de départ. C'est quand tu étais en bas de la montagne et que tu as décidé à un moment donné de commencer l'ascension. Le moi présent, c'est là où tu en es aujourd'hui. Ça peut tout à fait être encore très proche du point de départ, hein. Il n'y a pas de souci. Tant que tu es en mouvement, tant que tu continues de grimper la montagne, chaque jour qui passe, la distance entre point A et point B va augmenter et la distance entre point B et point C va se réduire. Et chaque jour qui passe, tu seras de plus en plus légitime, les gens te prendront de plus en plus au sérieux et tu seras de plus en plus apte à aider les gens. Et puis, le toi futur, c'est l'idéal, c'est la vision. Et ça, c'est quelque chose dont tu peux te servir pour inspirer, pour dire aux gens, voilà où on va. J'y suis pas encore, mais c'est pas grave. Un jour, j'y serai et je vous souhaite à vous aussi d'y aller. On va y aller ensemble, on va faire le chemin ensemble. Donc, tu comprends cette logique. Et c'est très simple parce que t'as pas besoin de te prendre la tête avec un positionnement marketing. À qui je parle? C'est qui mon avatar client? Bah, c'est simple. Ton avatar client, c'est ton toi du passé. Et la vision, comme on vient de le dire, c'est le toi du futur. Et encore une fois, t'es légitime pour donner des conseils, pour aider les gens au point A à te rejoindre au point B. Une bonne manière aussi de se libérer du syndrome de l'imposteur, c'est de ne pas dire aux gens faites comme ça, mais plutôt de leur dire voilà ce qui a marché pour moi. Ne pas te positionner comme un donneur de leçons où tu vas dire voilà les conseils, voilà ce qu'il faut faire. Si tu dis plutôt voilà mon expérience, voilà comment ça s'est passé, voilà ce que j'ai appris de mon parcours, cette approche-là est beaucoup plus authentique et te permet de te libérer d'une pression. T'es pas un donneur de leçons, tu vois. Tu partages juste ton parcours en toute transparence. Raconter ton histoire. Ça, c'est un aspect très important pour devenir un créateur authentique, c'est de raconter ton histoire parce que si tu fais juste des vidéos où tu donnes de la valeur, mais que les gens ne savent pas quitter, ça va manquer de contexte. Là, tu seras en compétition avec tous les clones qui répètent des conseils bateaux, mais on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas pourquoi on devrait les écouter. Il faut que tu répondes le plus rapidement possible à l'objection. T'es qui mec? Pourquoi je devrais t'écouter? Dans un contenu éducatif, la valeur n'est pas si importante. En réalité, même ChatGPT aujourd'hui, il peut donner plein de conseils. La vraie question, c'est qui partage cette valeur? Qui est cette personne? Est-ce que je peux m'identifier à elle? Est-ce qu'elle me comprend? Est-ce qu'elle est apte à m'aider? Au-delà de juste les petits conseils qu'elle donne dans cette vidéo-là. Pour ça, il faut qu'on comprenne qui tu es. Alors ça veut pas dire partager toute ta vie privée. Moi, je partage pas ma vie privée sur Internet, il n'y a pas besoin. L'idée, c'est juste d'être transparent sur ton parcours, d'expliquer d'où tu viens, les problèmes dont tu parles dans tes contenus. Raconte comment était ta vie quand tu les avais.
Par exemple, pour la muscu pour les maigres, c'est un exemple que je connais bien parce que j'ai fait une vidéo qui a très bien marché à ce sujet-là. Et dans cette vidéo, j'explique mon histoire que voilà, j'ai un peu tout essayé, j'étais super maigre, j'étais comme un coton-tige, je pouvais bouffer tout le McDo que je voulais, je prenais pas un pet de gras. Quand tu racontes d'où tu viens, les gens s'identifient à toi. Parce qu'ils peuvent comprendre, ils se disent putain, moi aussi cette douleur, je la partage. Et quand tu écoutes un créateur qui te comprend, et que tu vois bien qu'il te comprend, tu vas non seulement donner beaucoup plus de crédit à ce qu'il te raconte, et il y aura une connexion émotionnelle forte qui va se créer. C'est comme ça qu'on crée une relation avec son audience. C'est pas juste en donnant des conseils techniques. Sinon, le mec qui fait des tutos pour Photoshop, il aurait une super communauté, c'est pas le cas. En vrai, les contenus tutos techniques sur un logiciel, les gens ils regardent et après ils se barrent, tu vois, une fois qu'ils ont la réponse à leur problème. Il n'y a pas de connexion entre le créateur et l'audience. Mais quand tu racontes ton histoire de manière transparente, authentique, c'est là que tu vas créer une connexion et que les gens auront envie de te suivre sur le long terme. Ça va pas être juste, bah tiens, lui là, je prends son conseil et je me casse. Ça va être, bah tiens, lui, j'ai bien aimé, ça m'a touché, il a mis des mots sur quelque chose que je ressentais, bah je vais m'abonner, je vais aller voir ses autres contenus, je vais continuer à le suivre parce que j'aime bien cette personne en tant qu'humain. Donc pour raconter ton histoire, je vais te donner une série de questions auxquelles tu peux répondre et l'idée ce sera de partager ça dans des contenus. Qui es-tu? D'où viens-tu? À quoi aspires-tu dans la vie? Quels sont tes objectifs à moyen et long terme? Quels problèmes douloureux as-tu surmonté par le passé? Quels problèmes es-tu encore en train de surmonter aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as essayé pour résoudre tes problèmes? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles ont été les difficultés, les obstacles que tu as rencontrés pour résoudre tes problèmes? Quels résultats as-tu obtenus et comment ça a changé ta vie? Voilà, donc ça c'est les questions un petit peu basiques à répondre. Et puis aussi, n'hésite pas à partager des petites anecdotes personnelles. C'est très puissant parce que ça, les gens s'en souviennent, c'est mémorable. Tu mets vraiment du spécifique dans ton storytelling et ça c'est fort. Les petites anecdotes personnelles, c'est de très bons exemples pour illustrer des conseils que tu donnes. Plus c'est précis et plus c'est émotionnel, mieux c'est. Parce qu'on peut se visualiser la scène et ça rendra ta petite histoire mémorable. C'est bien d'avoir une liste avec toutes les petites anecdotes qui t'est arrivé que tu peux réutiliser dans des contenus, partager ça. Parce que sinon, tu les oublies. Donc tu fais une petite note et pour tous les sujets que tu explores en tant que synthétiseur, tu listes toutes les petites anecdotes que tu pourrais raconter et ça, dis-toi aussi que ça va te rendre unique parce que par définition, les anecdotes personnelles, c'est personnel. Ton concurrent, il peut pas les reprendre, il peut pas dire la même chose. Il peut utiliser ses anecdotes à lui, mais elles seront différentes des tiennes. Donc voilà, dans l'ensemble, raconter ton histoire, c'est quelque chose qui va renforcer ton monopole personnel, qui va te rendre inconcurrençable. Et c'est si tu ne le fais pas que là, tu risques d'être perçu comme un clone qui répète comme un perroquet en boucle les mêmes conseils du gourou américain, parce qu'on sait pas qui c'est, il n'y a rien d'unique, juste il se contente de donner de la valeur, mais ChatGPT le fait mieux que lui. Ça suffit plus aujourd'hui de donner des conseils. Il faut que tu racontes ton histoire de sorte à avoir un message unique et créer une connexion émotionnelle forte avec l'audience. La méthode de la triple niche. Je t'ai expliqué dans la vidéo précédente qu'en tant que synthétiseur, tu peux te permettre d'explorer plein de sujets en te laissant guider par ta curiosité. Et je t'avais expliqué un peu la manière dont moi je l'avais fait avec tous les sujets dont j'ai parlé au fil des années. Il y en a un gros paquet. Simplement, si tu es un créateur débutant, si tu te lances, tu n'as pas encore d'audience, je pense qu'il est important de quand même se mettre un certain cadre. Parce que si tu parles absolument tout ce qui te passe par la tête de manière complètement débridée, un jour tu parles de spiritualité, le lendemain tu parles de bricolage, puis le jour suivant tu parles de tes techniques pour apprendre l'espagnol, enfin, ça n'a rien à voir. Là ça va être dur de bâtir une audience parce que tu vas taper disons des cercles d'audience qui sont déconnectés les uns les autres. Le but c'est qu'il y ait un minimum de cohérence. Voyons chaque sujet que tu explores comme un cercle, il faut que ces cercles puissent se chevaucher, que tu puisses faire des connexions. Si tu prends la thématique du jardinage et la thématique de l'apprentissage du russe, il n'y a pas grand-chose en commun, on est bien d'accord. Alors que si par exemple tu explores comme sujet la philosophie stoïcienne et la musculation d'un autre côté, tu peux trouver des connexions entre les deux. L'état d'esprit du stoïcisme peut t'aider à faire des programmes musculation. Le fait de bâtir un physique, d'avoir un corps musclé, ça peut être connecté à certains principes des philosophes stoïciens. Donc là, les cercles se chevauchent, il y a une intersection. Il faut bien comprendre cette notion d'intersection. Si tes sujets sont complètement à l'est, à l'ouest, ça va être dur de fédérer une communauté. Parce que le socle de ton contenu, c'est ta personnalité, c'est qui tu es, ton histoire, comme on vient de le voir, mais c'est aussi une certaine philosophie qui doit avoir une certaine cohérence. Moi, tous les sujets que j'ai explorés au fil des années, il y avait un fil conducteur, c'était améliorer sa vie, c'est progresser, que ce soit dans l'aspect émotionnel, dans l'aspect financier, dans l'aspect santé. Cette constante, c'était améliorer sa vie et après j'ai exploré un peu tous les aspects différents. Et j'allais même dans des trucs un peu nichés comme la prise de notes, donc comment améliorer sa rétention d'informations, mais c'est toujours pour les gens qui veulent bien performer dans le jeu de la vie. Si tu commences et que tu es un peu perdu, moi je te propose ce framework qui est la triple niche. L'idée c'est de commencer à construire ton audience en parlant de seulement 3 sujets. Une fois que ton contenu commencera à avoir de l'attraction, que tu commenceras à construire un petit cœur d'audience, tu pourras, si tu veux, étendre un peu plus. Mais au début, je te conseille d'avoir 3 sujets. Un sujet
rentable, où là tu vas te baser sur un problème douloureux à résoudre, parce que c'est la base, hein. Si tu résous pas un problème douloureux, tu pourras pas monter de business à terme. Pas de problème, pas de business. Deuxièmement, un sujet de croissance. Ça peut être la philosophie, ça peut être la psychologie humaine, ça peut être la spiritualité, l'apprentissage, la mémoire, la communication non verbale. Ça peut même être le minimalisme, même la méditation. Donc l'idée de la niche croissance, c'est d'ajouter à ton contenu une dimension de développement personnel. Alors par contre, ne prends pas comme niche le développement personnel. Ça veut rien dire, hein. Le développement personnel, c'est trop large. Aujourd'hui, il y a tellement qui en parlent. 2015, tu pouvais peut-être parler de développement personnel au sens large. Aujourd'hui, il faut être beaucoup plus précis. Donc ça peut être l'aspect relationnel, ça peut être l'aspect psychologie humaine, comprendre même peut-être le cerveau, la neurologie. Ça peut être plus l'aspect philosophie, spiritualité. C'est comme tu veux, mais il faut que ce soit un sous-domaine du développement personnel. Sinon, tout le monde s'en fout, hein, clairement. Aujourd'hui, ça marche plus, ça. Et puis, troisième domaine de la triple niche, ça va être un sujet plus plaisir, donc quelque chose qui va te permettre de t'amuser, toi, davantage dans ta création de contenu. Peut-être quelque chose un peu plus lifestyle. Par exemple, tu as une passion pour la musique électronique. Moi, c'était mon cas à l'époque. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2016. À côté, je composais aussi sur mon ordinateur, je faisais mes petites musiques électroniques et je les partageais dans mes vidéos. À un moment, je m'étais même lancé un défi 30 jours, 30 musiques, mais j'incluais ça dans mes vidéos. La musique, je la mettais en fond et après, dans l'outro de la vidéo, je laissais jouer la musique et les gens aimaient bien, ça donnait une couleur à mes vidéos. Ça me rendait unique parce que personne d'autre parlait de développement personnel et en même temps composait des musiques et utilisait ses propres musiques dans ses vidéos. Bon, là, c'est qu'un exemple, mais ça peut être autre chose. Ça peut être la cuisine, ça peut être le cinéma, le voyage, la technologie, le jardinage, si t'aimes bien jardiner sur ton temps libre. La niche plaisir, c'est à la fois pour donner un côté plus humain à ton contenu et pour aussi t'amuser toi davantage, pour prendre plus de plaisir à créer. Que pour toi, ce soit pas juste le business, mon projet professionnel, que tu rajoutes un côté un peu plus détente également, ça va t'aider à, disons, à garder la motivation sur le long terme parce que tu prends plus de plaisir dans ta création. Donc, je récapitule, la triple niche, premièrement, une niche profitabilité, basée sur un problème douloureux. Deuxièmement, niche croissance, développement personnel, mais un peu plus ciblé, pas juste développement personnel. Et troisièmement, une niche passion, lifestyle, pour humaniser ton contenu et pour kiffer davantage ton côté. Et donc toi, tu vas te trouver à l'intersection de ces trois niches. Et l'idée, c'est pas juste de parler de ces trois choses indépendamment, mais c'est dès que c'est possible, tu vas faire des connexions. Par exemple, si ta niche rentabilité, c'est la perte de poids et ta niche plaisir, c'est cuisiner, t'aimes bien cuisiner, bah, tu peux peut-être lancer un format de vidéo. Tu vas, je sais pas, te filmer en train de cuisiner des plats diététiques avec des recettes, des choses comme ça. Si ta niche rentabilité, c'est l'investissement en bourse et que ta niche croissance, développement, c'est la méditation, peut-être que tu peux, je sais pas, créer un concept de l'investisseur zen et parfois faire des vidéos où tu traites de comment gérer tes émotions, comment toi tu fais pour gérer tes émotions quand le marché se casse la gueule. Enfin, c'est des exemples un peu vite fait que je te donne, mais tu vois, tu peux créer des connexions entre ces trois différents sujets sur lesquels tu te bases pour lancer ton activité de synthétiseur. Ça, c'est pour te cadrer au départ, mais une fois que tu commences à avoir de l'audience, tu peux, si tu veux bien sûr, explorer d'autres sujets en te laissant toujours guider par ta curiosité. Le fleuve de l'esprit. Alors, concept hyper important dont je voudrais qu'on parle. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, pullule une armée de clones qui sont tous les mêmes parce qu'ils sont parqués dans les mêmes tunnels algorithmiques. Ils suivent les mêmes gourous, ils regardent tous les mêmes contenus, ils se lavent le cerveau, ils se conditionnent avec la même propagande. Tu es le contenu que tu consommes. Exactement comme tu es ce que tu manges en termes de nourriture. Si tu manges du McDo tous les jours, tu vas avoir un physique dégueulasse. Parce que tes briques de construction biologique, c'est du McDo, qui est de la malbouffe immonde. C'est pareil avec ton esprit. Ce que tu fais rentrer en input dans ton esprit, ça va déterminer la qualité de tes pensées. Moi, je vois ça comme un fleuve. Le fleuve de l'esprit, je te mets le schéma à l'écran là. On sous-estime énormément l'impact du contenu qu'on consomme sur notre état interne. Les livres que tu lis, les séries Netflix que tu regardes, les vidéos YouTube, les Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, tout ça, tout le contenu que tu ingurgites sur une base quotidienne va conditionner tes pensées, qui ensuite vont conditionner tes émotions, qui vont conditionner tes actions et tes résultats. Tu es ce que tu donnes à manger à ton esprit. Et le problème, si tu suis les mêmes gourous que tout le monde, c'est que tu vas produire logiquement le même contenu que tout le monde. Et ça de manière purement inconsciente. Tu vas pas t'en rendre compte. C'est de l'auto-conditionnement. Le contenu que tu consommes conditionne le contenu que tu crées. Et un énorme cheat code qui est vraiment sous-coté en tant que créateur, je te le donne là, c'est de te former à la source. Tu as un champ infini de connaissances dans lequel tu peux aller creuser. Ne choisis pas la solution de facilité d'aller prendre auprès du premier gourou venu. Va chercher le savoir à la source. Va lire des bouquins oubliés, peut-être des bouquins un peu techniques que tes concurrents auront la flemme de lire parce qu'eux, ils sont trop à scroller sur TikTok, tout ça. Toi, ça va te donner un avantage injuste. L'idée globale, c'est
va te former là où personne ne va te former. Va chercher la connaissance là où les autres auront la flemme d'aller la chercher. Et c'est de cette manière que tu seras unique et remarquable. Et le plus beau, c'est que tu n'auras même pas d'effort à fournir, ce sera automatique. Si tu lis les mêmes best-sellers que tout le monde, type, je sais pas, Atomic Habits, Comment se faire des amis de Dale Carnegie, le contenu que tu vas pondre n'aura pas grand-chose d'original. Donc c'est ta responsabilité d'aller te former là où personne ne va se former. De cette manière-là, tu pondras automatiquement des contenus uniques et tu attireras beaucoup plus l'attention que tes concurrents. Ça, c'est un gros cheat code, note ça. Donc voilà pour cette deuxième vidéo de la série synthétiseur. Je répète, tu n'as pas besoin de prendre des notes, je t'ai fait une fiche récapitulative. Tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description et je t'enverrai le PDF qui reprend toutes les informations qu'on a vues avec les petits schémas, tous les concepts importants. Si tu l'as pas encore téléchargé, c'est le premier lien en description. Et sur ce, je te dis à très vite pour la vidéo numéro 3. Ciao!